qu'aujourd'hui la France est championne d'Europe des classes surchargées, qui fait qu'aujourd'hui en France les rémunérations des enseignantes et des enseignants sont à peu près 20% inférieures à la moyenne de l'OCDE. On parle du fait qu'à la rentrée 2023, une classe sur deux n'avait pas d'enseignants qui n'ont pas pu être remplacés. Si ça, vous appelez ça un succès, moi j'ai plutôt l'impression qu'en Macronie, en quelque sorte, on promeut les ministres qui ont le plus mauvais bilan. Vous l'avez pas vu, cette fusée Attal décoller, l'opinion publique qui, sondage après sondage, on a fait le personnage politique préféré des Français. Je pense que Gabriel Attal fait essentiellement de la communication. Et je crois que les Françaises et les Français, ils attendent d'avoir des dirigeants qui changent leur vie, qui font en sorte que la situation soit moins difficile. En l'occurrence, par exemple, dans l'éducation nationale, qui fasse en sorte que nos élèves aient des professeurs devant eux quand ils vont à l'école, que nos élèves aient des fournitures scolaires pour pouvoir étudier dans des bonnes conditions. Et sur ces sujets-là, je crois effectivement que le bilan de Gabriel Attal n'est pas un bon bilan, tout simplement. On va revenir sur le bilan. Et d'ailleurs, on entend les différents syndicats qui, d'abord, reprochent à Gabriel Attal de quitter l'éducation nationale. Donc, au fond, est-ce que ça laisse pas entendre qu'ils étaient plutôt contents qu'il soit à l'éducation nationale ? Ils veulent pas qu'il parte. Vous croyez ? Moi, écoutez, j'ai lu les réactions des organisations syndicales d'enseignants après le départ de M. Attal. Ils lui reprochent effectivement de partir. Ils lui reprochent aussi l'absence de politique pour répondre aux difficultés qu'il rencontre au quotidien. Vous le savez peut-être pas, mais par exemple, lundi, il y a eu un vote à ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'éducation. Le Conseil supérieur de l'éducation, c'est une instance dans laquelle il y a justement les représentants du personnel, les représentants des enseignants. Ils ont donné un avis sur la réforme du lycée professionnel. Il y a eu 0 voix pour, 50 voix contre, à peu près 20 abstentions. Ça, c'est concret, vous voyez, c'est pas de la communication. Donc je vois bien le récit qu'on essaye d'installer de Gabriel Attal, qui aurait été un ministre extraordinaire de l'éducation nationale. Je crois que la réalité est tout inverse. Ce que disent notamment les syndicats de profs, et puis j'écoute aussi... les syndicats de profs, ils disent pas qu'ils sont très contents du bilan de Gabriel Attal à l'éducation nationale. Je vous ai dit exactement ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il lui reproche pour l'instant de partir. Mais c'est vrai que quand on reproche à quelqu'un de partir, c'est qu'on a envie qu'il reste. Manuel Bompard, l'interdiction de l'abaya, qui a été une des mesures emblématiques de Gabriel Attal, l'autorité, faire de l'autorité, du retour de l'autorité, la sélection, le fait de remettre des examens, tout ça c'est exactement ce sur quoi vous vous êtes opposé, on est bien d'accord ? Bien sûr, mais je continue à m'y opposer. D'ailleurs, je pense que, par exemple, l'interdiction de l'abaya a été une formidable opération de diversion pour faire en sorte qu'on ne regarde pas précisément quelles étaient les difficultés de la rentrée scolaire. Et les difficultés de la rentrée scolaire sont celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il n'y avait pas d'enseignants pour éduquer nos enfants, c'est-à-dire le fait que nos enfants avaient du mal à pouvoir disposer des livres, des fournitures qui leur permettent d'étudier dans des bonnes conditions. Et je pense que M. Attal est un spécialiste des gadgets de communication. Mais ce ne sont pas les vrais problèmes auxquels est confronté aujourd'hui l'enseignement. Vous remettriez l'abaya ? Mais c'est pas moi qui décide de mettre ou de ne pas mettre l'abaya. Si vous êtes au pouvoir, ça fait partie des décisions. Est-ce que vous réautoriseriez Bien sûr, je pense que cette mesure était une mesure inutile, qui était une mesure de diversion, qui concernait une toute petite poignée. Non, mais c'est pas au-delà, c'est quand même le sujet principal. Sur le fond, vous, LFI... Mais moi, j'étais opposé à son interdiction, Apolline de Malherbe. Je suis cohérent, donc à partir du moment où j'étais opposé à son interdiction, vous réautoriseriez officiellement le port de l'abaya à l'école. Bien sûr, je pense que c'était une mesure stigmatisante, totalement inutile. D'ailleurs, on nous avait annoncé des grandes difficultés. Il n'y en a eu aucune, qui était bien la preuve que les jeunes femmes qui mettaient cette tenue n'étaient pas du tout dans une logique d'affrontement. À partir du moment où la loi a été changée, elles l'ont respectée et je pense qu'elles l'ont mal vécu. Donc je pense que vous reviendriez en arrière, en tout cas, si vous arriviez... C'était une stigmatisation totalement inutile. Bref, vous êtes en train d'essayer de me faire croire que le bilan de Gabriel Attal à l'éducation nationale était formidable. Je pense que c'est un bilan qui est un bilan calamiteux. Et je pense que le président de la République le promeuve en dit long sur la manière avec laquelle on progresse en Macronie, c'est-à-dire quand on fait une mauvaise politique. Alors écoutons ce qu'il a dit hier lors de son arrivée à Matignon. Il a parlé notamment du rapport au travail. Travailler doit toujours payer plus que ne pas travailler. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ah bah oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais alors, dans ce cas-là, j'imagine, par exemple, qu'il va faire en sorte de s'attaquer au fait que cette année, on a connu un record historique de versement des dividendes aux actionnaires. Les dividendes, ce ne sont pas des revenus du travail, alors que dans le même temps, les salaires, depuis 2 ans,
ont progressé plus faiblement que les prix. C'est-à-dire que très concrètement, les Françaises et les Français ont vu leur salaire diminuer. Donc là aussi, moi, je veux aller au-delà des mots, des grandes phrases. Que M. Attal, s'il veut aller au bout de cette logique, nous dise ce qu'il compte faire pour faire en sorte que les salaires des Françaises et des Français progressent enfin. Est-ce qu'il est prêt à augmenter le SMIC? Est-ce qu'il est prêt, comme on l'a proposé dans notre niche parlementaire au mois de novembre dernier, à indexer les salaires sur l'inflation pour faire en sorte que quand les prix augmentent, le pouvoir d'achat des Françaises et des Français ne diminue pas? Les différents économistes, c'est d'ailleurs qu'en 2024, les salaires vont augmenter encore plus que l'inflation. Donc si on est sur votre loi, ça va presque tirer les salaires vers le bas. Non, parce que c'est un minimum, Apolline de Malherbe. On n'empêche bien évidemment pas. Non, parce que là, ça se fait tout seul. Non, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas vrai. Depuis 2 ans, si vous prenez l'augmentation des salaires par rapport à l'augmentation des prix, les prix ont augmenté davantage que les salaires. Non, mais ça, on est bien d'accord. Depuis 2 ans, après, moi, les pronostics, on verra. Monsieur le maire, il nous a annoncé depuis 1 an et demi qu'on était au pic de l'inflation. Depuis 1 an et demi, il nous dit, ça y est, c'est fini. Depuis 1 an et demi, les prix continuent à augmenter et à progresser. Donc, je vois que M. Attal nous a fait une belle formule sur le travail qu'il doit payer, mais aujourd'hui, le travail ne paye pas. Il y a beaucoup de travailleurs pauvres. Il faut faire en sorte que leur salaire augmente. Il faut faire en sorte qu'on bloque les prix. On va avoir, il fait froid en ce moment, on va avoir au 1er février de cette année encore 10% d'augmentation sur le prix de l'électricité. Il y a déjà eu 25% d'augmentation du prix de l'électricité l'année dernière. Est-ce que M. Attal va s'engager à bloquer les prix de l'électricité pour faire en sorte que les Français ne soient pas encore plus en difficulté pour pouvoir se chauffer, par exemple? Ça, c'est des sujets concrets sur lesquels moi j'attends maintenant que M. Attal nous présente une feuille de route, qu'il vienne devant l'Assemblée nationale, qu'il présente cette feuille de route et qu'il se soumette, comme on le fait dans toutes les démocraties du monde, à motion de défiance. Non, à un vote de confiance. Vous avez quand même tout de suite dit, s'il demande un vote de confiance, on déposera une motion de défiance. Non, vous avez mal compris ce que nous disons. Alors expliquez-nous, c'est ce que j'ai compris hier des propos de Mathilde Panot. Non. Nous demandons... à ce que, comme dans toutes les démocraties du monde, dans toutes les démocraties parlementaires du monde, un Premier ministre, quand il vient d'être nommé, il se présente devant l'Assemblée nationale. Il présente sa feuille de route et il se soumet à un vote de confiance. Voilà ce que nous demandons. Et nous disons que si M. Attal refuse de se soumettre à un vote de confiance, nous le forcerons, entre guillemets, à se soumettre à un vote de confiance par le dépôt d'une motion de censure. Mais moi, je préfère qu'il se soumette à un vote de confiance et dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de motion de censure. Mais elle se fera naturellement. Je ne sais pas pourquoi ne se soumettrait-il pas à un vote de confiance. Enfin, écoutez, parce qu'il se dit qu'il n'a pas la majorité. Mais écoutez, il y a quand même quelque chose de formidable dans cette histoire. Monsieur Macron a licencié Madame Borne. Je crois que tout le monde a lu le courrier de départ de Mme Borne. Tout le monde a compris que c'est lui qui l'avait licencié. Dans une équipe de football, Mme Apolline de Malherbe, quand on licencie l'entraîneur, c'est que les résultats ne sont pas bons. Donc, qu'est-ce que M. Macron reproche à Mme Borne et qu'est-ce qu'il a l'intention de demander à M. Attal de changer? Ça serait quand même normal qu'on le sache. La logique pour vous aurait été vers la dissolution. Vous la demandez toujours? Non, la logique, c'est qu'à partir du moment où il y a un nouveau Premier ministre, il nous présente sa feuille de route et il nous dit sur la base de quelle majorité il compte gouverner le pays. Et que s'il n'est pas capable de réunir une majorité, effectivement, on retourne au vote devant les électrices et les électeurs pour qu'il puisse y avoir une majorité. S'il n'y a pas de majorité, on va avoir exactement la même chose que ce qu'on a depuis 1 an et demi, c'est-à-dire la multiplication des 49.3 à répétition, c'est-à-dire des tractations de couloirs comme on l'a connu tout au long de l'année 2023 pour essayer d'arracher une majorité sur tel ou tel texte de loi. J'ai quand même l'impression que tout ça est très théorique. On sait que dans les faits, il n'y a pas de majorité. Je ne sais pas, pour qu'il puisse y avoir... Vous le savez. Mais non, mais parce que Apolline de Malherbe, vous partez du principe... Non, mais vous savez compter. Je sais compter. Je sais que ce qui constitue aujourd'hui la minorité gouvernementale est effectivement minoritaire. Voyez, vous-même vous le dites. Mais bien sûr. Vous dites, je ne sais pas, mais enfin, vous l'appelez la minorité. Attendez, allons au bout du raisonnement. À partir du moment où vous avez un Premier ministre, sa responsabilité, c'est d'aller chercher une majorité pour soutenir sa politique. Mais à partir du moment où il ne veut rien changer, il ne veut rien bouger, il considère que tout le monde doit s'aligner sur ses positions. Alors oui, effectivement, il ne peut pas convaincre de majorité, mais il pourrait avoir une autre démarche, essayer de chercher une majorité pour faire en sorte que sa politique soit soutenue par une majorité de députés et pour qu'elle puisse être mise en œuvre. Alors allons jusqu'au bout. Il vient vous voir, il vous dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait gouverner ensemble? Vous dites pourquoi pas? Je lui dis, qu'est-ce que vous êtes prêt à changer par rapport à ce que vous faites depuis 1 an et demi, depuis 7 ans bientôt, et si vous voulez mettre en place la même politique, bien sûr que non, puisque je la conteste et que je la combats. Mais si M. Attal, il ne le fera pas, vient me voir et
me dit je suis prêt à bloquer les prix sur les produits de première nécessité, je suis prêt à augmenter les salaires, je suis prêt à mettre en place enfin une vraie planification écologique, je suis prêt à passer à une 6e République, alors discutons. Mais vous savez très bien qu'il ne le fera pas, puisque tout ce qu'il fait depuis maintenant 7 ans, c'est précisément l'inverse que ce que je viens de proposer. Sur cette question des salaires,